Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Alors, ce matin, j'ai un énoncé assez choc, brutal. Je ne veux pas dire c'est un unpopular opinion, mais non, c'est un énoncé qui est assez abrupt. Il faut protéger la langue française, mais pas avec les moyens que nous utilisons en ce moment. Je m'explique. Puis je vais essayer de le faire d'une façon qui respecte le temps qui m'est alloué ce matin, parce que quand même, là, je ne veux pas passer des heures et des heures. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Mais soyons clairs. Toute langue doit être protégée. D'accord? Que ce soit le grec, le japonais, l'italien, il faut comprendre qu'il y a certaines langues qui détiennent, ma syntaxe est fautive, il y a certaines langues qui possèdent moins d'interlocuteurs natifs que le français. Je pense à certaines langues autochtones, je pense à certaines langues peut-être européennes qui se parlent uniquement dans ce pays. D'accord? On s'entend que le français, on peut le retrouver au Québec. Il y a certains endroits au Canada qui le parlent aussi, d'accord? Il y a des communautés franco-albertaines, franco-ontariennes, franco-manitobaines, même au Saskatchewan, OK? Il y a des communautés francophones, d'accord? De souche. OK? De souche. Puis j'ai été très étonnée parce que quand j'ai su, comme par exemple, dans le nord de l'Alberta, il y a des communautés francophones de souche, j'étais comme, pardon, j'ai appris quelque chose de nouveau, d'accord? Même dans les maritimes, OK? Ils ont tous leur régionalisme, puis on a tort de penser que la sauvegarde du français se passe uniquement au Québec, OK? Let's be clear. Le français se parle aussi en France, en Belgique, en Suisse, dans certains pays africains. OK? Merci, colonisation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on veut remercier, but yeah. Donc, d'accord? Puis même, je voudrais même dire que dans certains pays en Asie, on le parle aussi. D'accord? Je pense au Vietnam. Je pense même l'Inde a une très grande communauté de profs de français, d'accord, beaucoup. Puis j'ai appris cet été que la plus grande association de professeurs de français au monde se trouve en Inde, pas en Belgique, pas en Suisse, pas en Afrique, non, en Inde. Ça fait que, ouais, d'accord, j'ai été très étonnée. Donc, on se comprend que cette présence-là, mondiale, existe. OK, le français ne se parle pas autant que l'anglais, mais on comprend qu'on peut le retrouver ailleurs. C'est juste que géographiquement, notre position fait en sorte que nous sommes entourés d'anglais. Mais que dire des pays qui sont entourés d'italien, d'allemand, de portugais, de grec? OK? Bon. Mais je comprends. Et historiquement, nous avons été dans une position où le français était dénigré. D'accord? Puis là, c'est pas une question comme de préférence ou d'émotion ou d'opinion, là. Ça avait été dénigré. Il y a plusieurs documents historiques qui démontrent que parler le français, à une époque, au Québec, c'était mal vu, c'était mal perçu, c'était critiqué, c'était jugé. Tu faisais partie de la seconde classe, d'accord? C'était pas une bonne chose. Tu faisais pas partie de l'élite, d'accord? Donc, et j'ai appris aussi cet été, lorsque je suis allée à ma conférence en France,
que c'est la raison pour laquelle que les Français vont incorporer beaucoup d'expressions anglophones, anglaises dans leur langage, parce que pour eux, c'est un symbole de je ne vais pas dire de progression, mais de succès, like achievement. D'accord? C'est un signe que tu as été accompli, tu as connu un succès, donc, mais historiquement, socialement, la perception de l'anglais au Québec, c'est un signe de contrôle, de servitude, d'oppression, d'accord? Puis on peut ne pas être en accord avec ça, mais c'était le contexte historique de l'époque. On peut pas nier les faits historiques. On peut pas dénigrer ça. On peut pas nier le fait que le français avait été dénigré, d'accord? Et quand on regarde des photos d'archives de Montréal, il y avait une époque où on ne pouvait pas distinguer le nightlife de Montréal à celui de certaines villes américaines, tellement il y avait d'anglais. D'accord? Puis encore là, c'est pas des opinions, ça, c'est des faits basés sur l'histoire. OK? Puis là, venez pas me dire comme « Oh, madame la prof, t'es souverainiste! » Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que la langue doit être protégée. Cependant, quand on a mis en place la loi 101 en 1976, c'était nécessaire à l'époque. C'était nécessaire. Puis les changements sociopolitiques qui ont eu lieu depuis les années 60 ont fait en sorte qu'il y avait une fierté d'utiliser la langue française. Tu as raison, c'est une belle langue. OK? Don't poop on it. It's a nice language. Like, it's pretty. It's nice. It's awesome. Mais ce qu'on a essayé de faire, et c'est là où il y a une grosse problématique, on a essayé de le faire en étouffant l'identité des autres, surtout des anglophones, d'accord? Puis qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille l'accepter ou non chez certaines personnes, les anglophones ont aussi bâti la province, d'accord? C'était pas juste les petits colons français. Il y avait des anglophones qui ont bâti la province et qui l'ont très bien bâti. Et c'est de l'assimilation comme qu'ils ont essayé de faire à nous, qu'on essaie de faire aux anglophones, mais pas juste aux anglophones, parce que maintenant, on essaie de forcer toutes les personnes dont l'identité n'est pas franco-québécoise, d'accord? Donc, tous les immigrants, on essaie de leur imposer cette langue-là. Et on essaie... Puis là, comme, c'est pas moi qui invente ça. Le premier ministre l'avait même dit à l'époque, mais comme pas la première ministre, Christine Fréchette n'a rien dit, mais François Legault l'a dit, il était une fois, qu'on voulait que les allophones parlent le français à la maison. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas encourager les gens à apprendre le français, à parler le français. En les empêchant de communiquer dans la langue avec laquelle ils sont à l'aise. Puis, il ne faut pas non plus oublier que la réalité d'une langue va évoluer. D'accord? Ce qui a existé en 1976 n'existe plus. Ce n'est plus notre réalité. La vie a changé, pas juste comme « Oh, il y a plus d'immigrants, les immigrants... » Non, c'est plus que ça. Culturellement, scientifiquement, d'un point de vue technologique, les choses ont changé. Et là, c'est sûr, veut pas, on a accès à beaucoup de contenu, pas juste anglophone, mais allophone aussi, qui fait en sorte, je ne veux pas dire qu'on est plus bombardé de contenu anglophone, mais si on était peut-être capable de contrôler la part allophone, anglophone et allophone,
dans les années 1970, on n'est plus capable de le faire maintenant. Ce n'est plus le même contexte. Mais en même temps, la population, la jeune génération, ne voit plus la réalité comme on la voyait dans les années 70, d'accord? Et l'individualisme de l'apprenant est extrêmement important et je veux même dire valorisé, OK? Depuis les années 90, on essaie d'encourager, on encourage des étudiants, des apprenants, des élèves autonomes, avec un esprit critique, lucide, des apprenants qui vont devenir des citoyens avertis. Puis là, on leur dit « Hey, il faut que tu parles en français chez toi avec tes parents ou avec ta famille, quand c'est même pas ça ta langue maternelle. » Ça va un peu comme à l'encontre de ce qu'on essaie d'inculquer chez nos jeunes et chez nos apprenants. D'accord? Puis la semaine passée, j'ai parlé du fait que en imposant une langue d'apprentissage chez les nouveaux arrivants ou dans un centre professionnel, ça va potentiellement éloigner des futurs Québécois, des futurs citoyens québécois qui voudront s'installer ici parce qu'ils n'ont pas cette flexibilité-là. Leur dire comme il va falloir que tu apprennes en français, quand ils ne maîtrisent pas la langue, ils vont aller voir ailleurs. Mettre des barrières comme ça, mettre des impositions de cette façon-là, ne donne pas à l'apprenant la perception que c'est une langue qui est prête à accueillir les gens, qui est prête à accueillir une personne qui voudrait apprendre la langue. What do I know? I've only been teaching for 28 years. Ça fait juste 28 ans que je suis prof. Je connais pas grand-chose. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple. Dans ma classe, je dis souvent aux élèves, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drama dans ma classe. OK? Je veux que vous rentrez ici et que vous soyez à l'aise. Je veux pas que ce soit une expérience anxiogène. Mais là, en mettant plein d'impositions, en mettant plein de restrictions, en mettant plein de critères, puis de structures qui font en sorte qu'ils doivent apprendre le français après un certain moment. Ah oui, puis en coupant tous les budgets possibles pour encourager les gens à apprendre le français. Ah oui, on veut que tout le monde parle le français, mais vous allez devoir dépenser une tonne d'argent pour avoir des cours privés. Puis quand on pense à la personne moyenne, au citoyen moyen, à l'allophone moyen, à l'immigrant moyen qui vient s'établir ici, qui veut s'établir ici, qui veut apprendre le français, je ne crois pas que ce soit dans leur budget pour se payer des cours privés de langue. Donc, protéger la langue est un enjeu extrêmement complexe, là où nous sommes, qui va au-delà de l'élimination des autres langues. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui pensent de cette façon-là. Il y a trop de personnes qui se disent il faut anéantir les autres identités pour protéger la nôtre. Et c'est triste parce qu'en faisant ça, on repousse et on renforce l'attitude que si on apprend le français, on est nécessairement contre les autres langues, ou si on ne veut pas apprendre le français, on ne veut pas la protéger. Quand on propage une attitude négative, ça ne favorise pas un climat positif d'apprentissage. D'accord? Quand on essaie d'étouffer ce que la personne est, c'est pas comme ça qu'on va l'encourager.
un autre exemple que j'utilise dans ma classe. Les élèves apprennent à parler en français en parlant de la culture populaire, en parlant de leur passion dans la culture populaire. C'est sûr que peut-être ce qui les passionne, ce sera en anglais, mais ils vont le faire en français. Donc, je reconnais leur identité, leur passion, mais peux-tu essayer de le faire en français? On parle souvent que la jeune génération se tourne vers la culture anglophone et allophone, mais s'ils se reconnaissent dans cette culture-là, s'ils se reconnaissent dans ces éléments-là, c'est un autre enjeu, la culture québécoise. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont une vision un peu ancienne, un peu vieille, de ce qui devrait être enseigné comme culture québécoise aux jeunes. Et malheureusement, la culture québécoise, aujourd'hui, d'après ce que je vois, c'est quelque chose d'hybride. C'est pas complètement en français, c'est pas complètement en anglais. Et c'est parfois ni l'un ni l'autre. C'est un mélange. C'est un mélange hétérogène, une diversité qui est tellement riche, qui fait en sorte que essayer d'imposer un style, un genre, une apparence de la culture pour encourager les jeunes à l'apprendre, à se l'approprier, c'est pas comme ça que tu vas aller les chercher. C'est pour ça que le slam était tellement populaire. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où toutes les écoles l'enseignaient, parce que ça allait chercher les jeunes. C'était quelque chose qu'ils reconnaissaient dans le rap, dans le hip-hop, puis ils se sont dit, je peux le faire en français? OK. Et ça donnait naissance à tellement d'artistes et tellement de poètes en herbe et d'écrivains en herbe. Mais c'était pas en leur disant, étudie Émile Nelligan. Ça aide, mais ce n'est pas seulement avec ça. On s'entend? C'est un sujet qui est très complexe, qu'on ne peut pas résoudre en moins de 20 minutes. Et je n'ai pas la solution parfaite, mais je peux dire que dans mon expérience de prof, qui enseigne depuis 1998, il y aurait peut-être des méthodes à réviser. Bonne journée.